Faut qu'on fasse peur. Faut qu'on fasse peur. Il s'abat à l'abordage. Le moratoire de leur propre propagande. C'est un bon début pour nous, mais ce n'est pas suffisant. Depuis quelques mois, deux vérités majeures se sont imposées. Le blackout espagnol a démontré dans les faits que le développement forcené du renouvelable dit intermittent est mortel. Le renouvelable intermittent est seul responsable de la croissance effrénée des prix de l'électricité, surtout pour les ménages que nous sommes, du fait de ses énormes investissements et de la faiblesse chronique de sa production d'électricité. Pour autant, le personnel politique et l'administration ne se sont pas ébranlés, comme le récent débat parlementaire sur le moratoire du renouvelable nous le montre. Les petits arrangements politiciens sur fond électoral et l'idéologie pseudo-écologique dictée par une Allemagne dominatrice ont encore le dessus. Il est donc urgent que la mobilisation citoyenne, comme celle d'aujourd'hui, vienne à la rescousse. Les gueux, avec Alexandre Jardin qui devrait nous rejoindre d'ici une demi-heure, avec l'Union française des pêcheurs et artisans représentée par David, et la Fédération française et la Fédération de l'environnement durable permettent enfin une unification des opposants en mettant l'accent sur les dénominateurs communs, le gouffre financier de la programmation pluriannuelle de l'énergie numéro 3, qui veut donner la part belle et l'exclusivité au développement de l'éolien, et qui sera encore épongé par les citoyens, nous autres, c'est-à-dire par nous, les gueux. Car on est en face à une gigantesque arnaque. Nous accueillons donc Eric, qui est le président de PIE-BIM, donc avec Eric qui est là. C'est deux Eric. Donc nous sommes en face d'une véritable arnaque. En terrorisant les populations par la peur du changement climatique, on nous fait croire que la seule solution pour nous sauver, c'est de tripler les éoliennes et le photovoltaïque, alors qu'il est prouvé que notre parc de production pilotable, historique, suffit largement pour les 10 prochaines années. En effet, nous exportons des dizaines de térawattheures depuis déjà le début de l'année. Ce sont des centaines de milliards d'euros dépensés pour rien. Ils ont doublé le prix de l'électricité pour les ménages depuis 2010. Et ils vont encore le doubler dans les 10 prochaines années. Ceci pour rien. Pour rien, car le parc de production pilotable actuel est déjà décarboné. Non, la consommation d'électricité ne bondit pas non plus. Elle stagne de façon têtue, car depuis 20 ans, pour des raisons techniques et économiques, elle ne progresse pas. Par contre, le dérapage des prix de l'électricité dérapant, enfin je dirais augmentant, eh bien c'est ça aussi qui fait que la consommation se réduit. Moi, quand je suis rentré à l'électricité de France en 84, mon patron c'était Marcel Boiteux, et il nous avait donné un objectif, c'était de passer à 450 TWh de production et de vente sous 4 ans. On n'a pas mis 4 ans pour les atteindre, on a mis 40 ans. C'est pour vous dire. Ce à quoi nous assistons est bien un sabotage de la richesse nationale, et ça j'y suis très sensible, car depuis la libération de la France, dont nous célébrons le 80e anniversaire, et l'œuvre du Conseil national de la résistance, qui est notamment à l'origine de la création d'Électricité de France, le pays a construit une infrastructure énergétique vertueuse, qui a fait ses preuves, avec pour principe permanent, d'assurer à chacun le meilleur prix, l'abondance et la sécurité de l'alimentation électrique, avec un maximum de souveraineté. Merci au général de Gaulle, merci à Pierre Messmer, merci au Conseil national de la résistance. Bonjour, moi c'est David Lequintrec, je suis le président de l'UFPA, l'Union française des pêcheurs artisans. Je tenais avant tout à remercier toutes les personnes qui étaient là, également les associations qui se battent tous les jours contre ces hérésies, sur terre et sur mer. Je remercie également des conseillers régionaux qui sont venus nous apporter leur soutien, et d'autres politiques qui sont peut-être là mais que je ne connais pas. Donc voilà, il faut que vous sachiez une chose, c'est que nous, les pêcheurs artisans, nous subissons la triple peine avec les parcs éoliens. Nous perdons nos zones de pêche, ce qui nous fait aller beaucoup plus loin, donc on consomme beaucoup plus d'énergie fossile. Et en trois, comme tout foyer français, nous subissons les augmentations d'énergie. Donc maintenant, ce que nous, on essaye de faire comprendre à tous citoyens français, c'est que leurs factures d'énergie vont augmenter
doubler, voire tripler, à cause des 300 milliards que le gouvernement Macron veut mettre en œuvre dans ses hérésies sur l'eau et sur terre. On va commencer par le commencement de pourquoi cette mobilisation. Déjà d'une, en premier temps, l'association Piebem avait entrepris le 28 juin une mobilisation contre le parc Pénavel. Et donc, moi en faisant partie et en étant adhérent, je me suis dit, pourquoi pas en faire une mobilisation nationale sous l'égérie #Légueux via les gardiens du large qui nous ont mis en contact avec Alexandre Jardin qui sera là tout à l'heure. Et du coup, ça m'a fait penser aussi un petit peu une connotation de l'appel du 18 juin, le 28 juin. Et donc, c'est parti de là. Donc voilà pourquoi cette mobilisation nationale qui se fait un petit peu partout dans tous les ports en Normandie, en Atlantique et également en Méditerranée. Donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que cette mobilisation n'est que le prémisse d'autres mobilisations et on espère que les Français vont comprendre une fois pour toutes que l'écologie qu'on essaye de leur faire vendre, c'est tout simplement de l'escrologie. Voilà. C'est ce qu'on veut essayer de faire comprendre à tout le monde, c'est que tout le monde va en pâtir de ces éoliennes. Donc maintenant, il faut que tout le monde se mobilise et fasse plier cette PPE3, qu'on fasse plier ce gouvernement qui n'est là juste pour les intérêts des grands groupes industriels, des actionnaires et de cette mafia organisée, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Bon, je vais pas faire un discours de 10 minutes parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Je vais laisser la place maintenant à Piebem, à Eric, qui est ici de son discours. Bah voilà, allez. Ah ben, merci David, tu as déjà dit beaucoup de choses. Alors Piebem, c'est préserver l'identité de la Bretagne Sud et des îles contre l'éolien en mer. Et déjà, notre nom, notre logo annonce clairement, je crois, la couleur. Alors je vais donc vous parler d'éolien en mer. Je vais vous parler de Fécamp, de Saint-Nazaire et Saint-Brieuc, les 3 parcs éoliens en mer en fonctionnement actuellement, qui produisent une électricité entre 150 et 180 euros du mégawattheure, que RTE est obligé de prendre avant de la revendre à prix négatif. Donc en donnant de l'argent lorsqu'il y a surproduction éolienne, ce qui arrive le plus souvent, ne riez pas, c'est nous, c'est vous qui payez, ce sont les gueux qui payent. Alors alléluia, attention, alléluia. Les exploitants de ces parcs ont accepté une modification de leur contrat. En cas de surproduction éolienne, et aujourd'hui c'est encore le cas en ce moment, il y a surproduction éolienne, en cas de surproduction éolienne, ils s'arrêteront de produire. Par contre, RTE leur versera quand même 150 à 180 euros du mégawattheure pour compenser l'électricité qu'ils auraient pu produire. Voilà. Alors ne riez pas encore, c'est toujours vous, c'est toujours nous qui payons. Autre exemple dans l'actualité récente, la presse au service des promoteurs éoliens a fièrement annoncé la mise en service des 3 premières éoliennes sur 61 de Yeux-Noirmoutier, à 12 km de la côte Dieu, c'est aussi un vrai scandale. Elles ont donc commencé à produire une électricité à 167 euros du mégawattheure, alors que ce jour-là, la demande était nulle et les prix étaient négatifs. Ces productions à perte, c'est encore vous, c'est encore nous qui les payons. On ne gâche pas, le vent a eu le culot de dire l'exploitant. Non, c'est l'argent des contribuables qu'il gâche et massivement. La même semaine, la presse a aussi annoncé fièrement le premier parc éolien flottant, ce qu'on veut nous mettre en Bretagne Sud, en Méditerranée. Provence Grand Large, 3 éoliennes de 8 MW, donc déjà complètement dépassées. Alors, faire un parc pilote avec des éoliennes complètement dépassées technologiquement, avec un système d'ancrage dont le fabricant a dit qu'il ne sera jamais réutilisé. Et ces éoliennes produisent de l'électricité à 240 euros du mégawattheure. C'est toujours nous, c'est toujours vous qui payons. Comme c'est nous, les contribuables et consommateurs, qui payons, cas unique en Europe, le raccordement des parcs éoliens en mer, 37 milliards d'euros dit RTE, mais en fait, comme l'indique l'ancien président de RTE, avec toutes les modifications du réseau à terre qu'il faudra, ce sera plus proche de 60 milliards d'euros. Là encore, ce sont nous qui payons, et c'est un cas unique en Europe. Partout ailleurs, ce sont les exploitants qui payent leur raccordement. Et concernant le moratoire que nous demandons, il est parfaitement conforme aux préconisations de l'Académie des sciences qui explique, avec des besoins en électricité de 508 TWh en 2035, aucune capacité supplémentaire de production électrique n'est nécessaire. La production actuelle est suffisante.
Pourquoi alors envisager 200 TWh d'énergie renouvelable supplémentaire? En effet, pourquoi? Ah, mais je voudrais vous parler aussi d'autre chose que d'argent. Cette zone éolienne Bretagne Sud, c'est une quarantaine d'éoliennes flottantes d'environ 300 mètres de haut ou plus, à proximité de Belle-Île, Groix, Quiberon. Il y aura une visibilité de ces éoliennes depuis Saint-Gildas-de-Ruy jusqu'au Pouldu sur toute la côte du Morbihan. Les aiguilles de Port-Coton, pas de Parmenay, la Pointe des Poulains, la Petite-Quérie, Port-Denant à Belle-Île, la Côte Sauvage, l'Isthme de Pientrève, la Grande Plage à Quiberon, la Pointe d'Enfer et la plage de Quérillo à Erdeven. Ce sera pleine vue sur cette zone industrielle. Or, ce patrimoine paysager, il appartient à tous et c'est aussi le patrimoine de ceux qui parfois n'en ont pas d'autres. C'est aussi le patrimoine des gueux. Et en dehors de l'argent, on nous vole aussi cela qui est inestimable. Et en dehors, en plus des atteintes paysagères, il y a aussi des atteintes patrimoniales considérables. Des sites mégalithes prestigieux comme le tumulus Saint-Michel à Carnac auront pleine vue sur les éoliennes. À Erdeven, ici, l'atterrage prévu par RTE passera en forage dirigé sous une partie du site. Ce patrimoine mégalithique, caractéristique de l'identité bretonne, qu'on s'apprête, et c'est heureux, nous en sommes contents, à faire reconnaître par l'UNESCO. Il est aussi le patrimoine de tous, y compris de ceux qui n'en ont pas d'autres, et ça aussi on nous vole. Notre position est donc claire. La connexion de Bretagne Sud ne doit pas, déjà un premier point, la connexion de Bretagne Sud ne doit pas passer par le champ de menhir d'Erdeven, point. Ce serait une forme de profanation tranquille et de mépris de ce patrimoine multilunaire. En plus des atteintes paysagères et patrimoniales, il y a les atteintes à une biodiversité unique et préservée. Sous la zone éolienne, sous la partie maritime de raccordement, figurent des habitats, des structures rares, uniques et extraordinaires, hôtes d'une biodiversité immense. Des coraux des mers froides, des bancs de merle, des herbiers de zostère, pénatules, terriers de langoustines, 45 millions, nous explique CETEC. Ces fonds seront raclés par les ancrages et les câbles des éoliennes flottantes. Le moindre bateau qui jetterait son ancre sur de tels fonds se prendrait une amende. Là, ça passe crème pour les promoteurs éoliens. Il faut un siècle pour refaire un banc de mer. Et puis, il y a les menaces pour les oiseaux. La zone éolienne Bretagne Sud, au milieu de 4 zones Natura 2000, 2 réserves ornithologiques, présente un danger imminent de destruction massive pour la vie faune, non seulement locale, mais aussi à l'échelle continentale. Pour mémoire, Saint-Brieuc, c'est 59 autorisations de destruction d'espèces protégées. Ici, ce sera pire. Alors, je ne vais pas les citer, mais guillemots de Troyes, pingouins torda, macaremoine, eider à duvet, puffin des Baleares, puffin des Anglais, etc. Et puis, il y a l'atterrage à Erdeven, dont RTE lui-même nous accorde que le raccordement a été orienté sur une côte sensible du Morbihan. Comment dire autrement? Le massif dunaire Gave-Quiberon, pour lequel certains d'entre vous se sont battus autrefois à propos de sable. Ce massif dunaire et ses zones humides associées sont classés Natura 2000 et au-delà d'autres espèces proches font l'objet d'inventaires. SNIEF, il comporte 34 espèces végétales à forte valeur patrimoniale. Cette biodiversité, c'est encore et aussi le patrimoine de tout le monde, y compris de ceux qui n'en ont pas d'autres, et ça aussi on le vole, qui est inestimable. Nous ne pouvons accepter que soit annulé plus de 100 ans de protection du littoral morbihanais, sa biodiversité. Et puis, il y a le problème de la pêche côtière artisanale, qui est en grand danger de disparition en raison des restrictions des zones de pêche, comme l'a expliqué David. Et pour garder cela, pour garder ce magnifique métier, eh bien, là aussi, nous nous battons. Donc, Pierre me rappelle son opposition absolue au projet Bretagne Sud. C'est l'un des pires qui soit, puisqu'il cumule les inconvénients de l'éolien flottant, coût extravagant, peut-être 250 € du mégawattheure, peut-être plus, absence de maturité technique, agression des fonds marins par les ancrages et câbles dynamiques, et ceux de l'éolien posé proche des côtes, maximisation des atteintes paysagères et patrimoniales, atteinte à la vie marine littorale et conflit d'usage avec la pêche artisanale côtière. Et c'est encore pire d'ailleurs avec l'éolien flottant qui, en raison de son câble, interdit toute activité de pêche, malgré ce que tente de faire croire le vice-président de la région Bretagne, Daniel Duet. Voilà, et plus généralement, Pierre me rappelle son opposition à un programme éolien en mer insensé de 45 gigawatts, qui est une industrialisation à marche forcée de la mer côtière, sans intérêt climatique dans le contexte français, dangereux pour la sécurité d'alimentation, on l'a vu avec l'Espagne, avec l'effondrement du réseau espagnol, économiquement et socialement insoutenable, et ça, ce sont les manifestations des gueux qui ont raison de venir sur ce sujet, et ravageur pour nos paysages littoraux, avec des promesses fallacieuses d'emploi et de forte dépendance étrangère. Merci de votre attention.
disais que nous sommes une association nationale agréée pour la protection de l'environnement et reconnue d'utilité publique. Notre combat, eh bien, peut-être qu'il était mieux exprimé dans notre ancienne appellation Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Donc moi, ce que j'ai à défendre, au risque d'être un petit peu décalé, je vais vous parler de la beauté. On est là pour défendre la beauté. Nous avons la chance d'avoir un paysage exceptionnel, une histoire et des vestiges exceptionnels. Et voilà qu'une société qui nous vient, je ne sais pas trop d'où, arrive et avec un nom breton, Penavel, nous promet des ravages qui nous inquiètent énormément. Il faut savoir que notre langue, elle a été interdite à nos pères. Et c'est quelque chose qui nous fait cruellement défaut. Et eux arrivent en prenant un nom breton, Penavel. C'est le premier affront qu'ils nous font. Ensuite, eh bien, on sait, bon, Gilda et Eric ont bien expliqué tous les dégâts qui vont être causés à l'environnement. Je ne vais pas y revenir. Ce que je voudrais dire, c'est que nous avons peut-être à faire appel à notre passé, à ces ombres que nous avons sans doute derrière notre épaule, là, en ce moment, aujourd'hui, celle de Claude Monet, qui a peint les aiguilles de Port-Coton à Belle-Île, qui a peint la beauté, hein, et qui nous appelle à rester fidèles à ce paysage et à ne pas le dénaturer. Je veux également parler de Gilvik, Eugène Gilvik, le poète né à Carnac, qui a écrit un poème sur les oiseleurs. Je vais essayer de le trouver. Un très beau poème. Claude Monet. 6 tableaux sur la trentaine qu'il a fait de Belle-Île. Exactement dans l'axe qu'aura l'usine éolienne. C'est exactement. On a fait tous les calculs. Elles seront dans l'axe des pyramides de Port-Coton, mer sauvage. 1886. Voilà. Et ces gens-là qui veulent nous polluer vont s'extasier devant les nymphéas de Claude Monet à l'orangerie. Voilà. Et qui viennent d'abord à Belle-Île pour s'extasier devant les paysages fantastiques. Excuse-moi Anne-Marie, mais... Claude Monet en a peint 5, avec des lumières différentes. Eugène Gilvik qui parlait des oiseleurs et qui disait « Il y a aux portes de nos villes des oiseleurs et des oisillons qui refusent de mourir en demandant pardon. » Donc, voilà, c'est peut-être nous, les oisillons, qui devons nous défendre. Je fais également... Je sens également que nous devons penser aux moines de Kergonan, ici tout près. Leur prière est peut-être plus forte que toutes les paroles des puissants. Et c'est peut-être quelque chose qui doit nous inspirer également. Tous ces gens ont célébré la beauté. Alors maintenant, c'est à nous de la défendre et de faire preuve de fidélité, de courage et d'honneur. Moi, je suis Gaëlle Sénat-Puré, donc je suis adhérente d'aucune association. Mais ça fait déjà 4 ans que j'ai participé à des manifestations contre l'éolien. Et aujourd'hui, en tant que bretonne, je voudrais exprimer ma honte de voir le Conseil régional de Bretagne et sa majorité, menée par Loïc Chenet-Girard, d'être pour ces projets qui vont dégrader la côte bretonne,
qui n'a pas de sens. Alors, il défend ce projet par rapport à l'indépendance énergétique de la Bretagne, ce qui est complètement faux. Il défend ce projet en prétextant les emplois qui vont être créés, en sachant qu'aujourd'hui, comment la concurrence chinoise devient de plus en plus importante, que, comme vous l'avez dit, certaines entreprises qui travaillent dans l'éolien sont déjà en difficulté. De quelle indépendance on parle? Je m'étonne aujourd'hui qu'à ce niveau de compétence, il y ait une telle absence de vision stratégique par rapport à l'énergie en Bretagne. Et c'est aujourd'hui aussi nos entreprises qui vont encore être pénalisées, et en plus de chaque citoyen breton. Voilà, c'était ce que je... L'autonomie énergétique de la région parisienne, c'est 5%. Alors, pourquoi la Bretagne serait plus autonome? Et puis cette électricité éolienne produite en Bretagne, elle est exportée en Allemagne dans les faits, puisqu'elle débite directement sur le réseau très haute tension et qu'on est en surproduction en France. Donc elle est bradée en Allemagne parce que quand il y a du vent partout et les prix de marché s'effondrent complètement, voire deviennent négatifs. Donc non seulement c'est subventionné, non seulement c'est pas de l'indépendance énergétique bretonne, mais en plus c'est bradé à l'étranger. Et il n'y a que pour l'énergie qu'on nous parle d'autonomie. Pour le reste, non, on oublie. Je représente l'association Initiative pour le climat et l'énergie. C'est une petite association, mais nationale. C'est-à-dire que c'est une association à but de préservation du climat et qui s'intéresse aux questions énergétiques. Dans notre association, il y a tout le spectre politique et il y a des manuels, des intellectuels, des littéraires et des scientifiques. Alors le problème, c'est que nous ne sommes pas climato-sceptiques, au contraire. Nous pensons qu'il y a un réel problème du CO2. Et nous avons attaqué avec la mairie d'Oléron au Conseil d'État, et d'ailleurs nous pouvons faire une intervention si vous avez fait un recours au Conseil d'État, parce que le diagnostic est le suivant. En fait, j'ai été personnellement, j'étais au CNRS intéressé par la question du CO2, notamment par M. André Berger, il y a 35 ans. Donc il y a 35 ans, avant même qu'on en parle dans la politique de question. Et l'un des climatologues les plus réputés dans le monde, André Berger, a écrit 2 lettres au président Macron et à la communauté européenne pour lui demander de toute urgence d'arrêter toutes les inepties en matière d'éoliennes et de panneaux solaires. Pourquoi? Parce que derrière chaque éolienne que l'on va mettre, en fait, par exemple, ils veulent mettre des éoliennes de 25 MW, ça fonctionne qu'un tiers du temps, et derrière ça, ça veut dire que les 16 MW ou les 17 sont des énergies qui ne sont pas nucléaires, qui ne sont pas hydrauliques, parce que c'est déjà saturé, et le nucléaire, on ne peut pas l'arrêter toutes les 5-10 minutes, et derrière ça, il y a derrière chaque éolienne une turbine à gaz ou au charbon. D'ailleurs, c'est pas pour rien que par exemple à Oléron, c'était RWE, fabricant d'électricité allemande essentiellement à base de charbon, qui a remporté l'appel d'offres avec une firme bidon en France, parce que derrière chaque éolienne, c'est un bateau rempli de gaz ou de pétrole qui vient en France, des États-Unis ou du Proche-Orient ou d'autres pays, ou une ligne électrique qui est tissée entre l'Allemagne et la France pour suppléer à l'éolienne. Donc quand je vois des publicités électricité 100% renouvelable, c'est pas vrai, c'est 70% fossile derrière chaque éolienne. Parce que l'électricité ne se stocke pas massivement. Voilà. Et donc, quand il n'y a pas de vent, pas de soleil, on ne peut pas avoir stocké. Donc, on est obligé de lancer d'autres moyens de production. Voilà. Alors, donc, en fait, il faut un double parc quand il y a de l'éolien. Oui, un double au triple. Alors, l'autre chose, c'est que l'électricité hydraulique qui permet de stocker, il y en a en France, mais c'est 17%, c'est déjà utilisé. Alors, les Chinois, eux, ils font des parcs hydroélectriques. Alors on veut privatiser l'hydroélectricité, ce qui est très dangereux actuellement. Mais en Chine, ils font des réserves d'eau. Ah oui, 60 gigawatts
électrique de pompage dans l'Himalaya. 2000 mètres, 60 gigawatts, c'est toute la puissance sur une centrale. Hein. Alors eux, bon, ils bloquent des montagnes, c'est pas le problème. Alors enfin, alors on nous traite, dans les médias, j'ai vu une émission de télévision où on traite les gens comme nous, hein, de fascistes, tels quels. Je suis désolé, du point de vue scientifique, ça n'a rien à voir avec le fascisme ou l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est n'importe quoi. Hein. Et alors, le dernier truc, c'est la réalité qui est fasciste. Voilà, ah oui. Alors, j'ai la PPE ici. C'est un pavé de 180 pages que nous avons lu et commenté. Là-dedans, hein, c'est un système totalitariste qui se met en place. Parce que comme ça ne marchera pas, en particulier, ces éoliennes vont augmenter les émissions de gaz à effet de serre directement en fabriquant les éoliennes et indirectement par le gaz et le charbon. Donc la France sera mise en carence climatique et devra payer des indemnités qui sont demandées au Conseil d'État actuellement pour carence climatique. C'est l'affaire du siècle. Mais je voudrais dire, dans la PPE, alors en dehors du fait que l'électricité est transformée en déchets, puisqu'on paye pour l'évacuer. Le déchet, c'est quand on paye pour l'évacuer. Le prix négatif, c'est un déchet. Mais dedans, c'est le rationnement tout azimut. Dans la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, on parle de transition alimentaire. Hein. On parle de regarder si vous mangez du porc, des insectes, des algues ou du bœuf. C'est dedans. Hein. On va rationner. Il y a le bouquet de flexibilité. C'est-à-dire, c'est le rationnement d'électricité. Que vient faire dans la transition énergétique l'alimentation? On est dans le délire, hein, mais il faut la lire. Alors on a fait une contribution qu'ils n'ont pas publiée, mais elle est sur notre site, sur un des sites, hein, la contribution sur la PPE3. C'est extrêmement dangereux et en effet, hein, on a hérité avec son histoire, ses problèmes et tout ça, d'un pays qui sont en train de saccager. Parce que ce n'est pas les ménages, c'est aussi l'économie qui va être tuée par l'augmentation par 4 en 10 ans de l'électricité, alors qu'elle pourrait être magnifique. Alors on parlait du conseil régional. Tout à l'heure, nous avons un représentant du conseil régional qui nous a fait l'honneur de se déplacer. Bah oui, parce que les élus, moi j'en vois pas beaucoup. Moi je suis élu de la ville de Quiberon. Je vois pas beaucoup d'écharpes tricolores. C'est un peu dommage quand même. Hein. Parce qu'ils sont tous concernés. Vous savez, le grand site de France dont on n'a pas parlé, c'est 7 communes. Hein, ça part de Gave pour aller jusqu'à Quiberon, en passant par Plouhinec, Ardevens, Étel, Saint-Pierre-Quiberon, et puis Plouarnel, Saint-Pierre-Quiberon et Quiberon. Bon, il n'y a pas de représentant là. Hein. J'en suis un. Je suis le seul, mais j'ai pas d'écharpe. Voilà. À vous la parole, conseil régional. Merci d'être présent aujourd'hui. Alors, je n'ai pas d'écharpe, effectivement, mais je représente une partie, je représente mon groupe au conseil régional. Je suis venu avec mon collègue Florent de Kersozon, qui est quelque part, qui est un peu plus loin, voilà. Je voulais juste apporter notre soutien, mon soutien personnel, parce que je suis petit-fils de marin pêcheur, donc je connais les problématiques de la pêche. J'essaie de cultiver encore, avec notamment auprès de David Le Quintrec, qui est un ami. Soyez sûrs que nous faisons tout pour combattre ces éoliennes. C'est compliqué à la région, puisqu'il y a une idéologie de gauche, mais même de droite, qui fait qu'ils sont vraiment pro-éoliens. On se posait même la question, y a-t-il corruption de certains élus? Il faut en parler. Voilà, je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Je ne citerai personne, mais j'ai mes idées. La presse va certainement le reprendre, mais je pense qu'il y a une certaine forme de corruption de certains élus qui sont vraiment pro-éoliens. Je vous rassure. Je ne vais pas être très long, je vais laisser la place à des gens beaucoup plus impliqués que moi dans cette situation catastrophique, mais je tiens à vous réaffirmer mon soutien, le soutien de notre groupe à la région, et nous allons continuer à nous battre pour vous et pour la Bretagne. Merci. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, ça vient aussi de l'Europe, qui a signé, qui dépose une politique qui s'appelle le Green Deal.
qui est une politique qu'on a payée avec nos impôts via des ONG qui ont été financées par l'Europe. C'est un vrai scandale. Et ils obéissent à un plan. Ce plan, c'est l'agenda 2030. L'agenda 2030, il a été écrit en 2015 par l'ONU, qui sont des gens non élus. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle l'agenda 2030, le plan pour nous liquider. Dedans, dans ce bouquin, moi je l'ai lu, c'est un livre qui est sorti en 2022, tout est dedans. Les zones de pêche, il est prévu qu'elles soient privatisées dans un premier temps de 30%. Plus tard, ça sera 64% de toutes les eaux qui sont hors territoriales. Et les pêcheurs pourront plus y foutre les pieds. Tout est écrit dans ce bouquin. Donc je vous invite à le lire. Voilà, c'est tout. Donc on accueille la Fédération de l'environnement durable qui représente 1500 associations à peu près. Hein. Voilà, vous allez vous présenter. Bonjour, avec Nathalie, nous sommes administrateurs tous les deux de la Fédération de l'environnement durable qui représente, comme on l'a dit, 1700 associations. Et pour ma part, je viens de Dinan ce matin et je suis président du collectif pour la sauvegarde du pays breton. Et le collectif pour la sauvegarde du pays breton a aujourd'hui 25 associations qui vont de Guingamp à Fougères, est-ouest, et qui vont de Erquy à Plélan-le-Grand, en gros. On est majoritairement inquiet pour tout ce qui se passe sur Terre, mais on veut aujourd'hui profiter de cette occasion d'Erdevenne pour monter quelque chose de plus puissant que ce que nous avons fait chacun à droite et à gauche de nos côtés. Aujourd'hui, on va attendre Alexandre qui doit arriver, qui a lancé un mouvement national qui s'appelle les Gueux. Et nous, au titre du collectif, on souhaiterait initialiser une révolte des Gueux en Bretagne, avec tous les opposants. Avec tous les opposants, qu'il s'agisse des opposants sur terre, avec les agriculteurs, qu'il s'agisse des opposants sur mer, avec les marins-pêcheurs, mais qu'il s'agisse surtout des Bretons. On veut que les Bretons se révoltent contre tout ce qui a été dit tout de suite et qui est une débilité, j'ai entendu tout à l'heure. On est en débilis, c'est exactement ça. La France aujourd'hui, 345 milliards de dettes, ne peut pas se permettre d'investir encore 300 milliards dans un double système pour produire son électricité. C'est impossible. On vous a raconté plein de choses, nous, depuis 5 ans. On dénonce le scandale des éoliennes, le scandale politique, le scandale économique, le scandale financier, le scandale écologique, le scandale sanitaire. Donc tout ça, ça a été déployé ce matin. S'il y a un chiffre qu'il faut retenir qui est concret pour vous et que vous pouvez partager avec tous les vôtres, moi j'ai regardé les factures d'électricité. Bon, tout à l'heure. Il y a 5 ans, en 2019, je payais 12 centimes du kilowattheure. Là maintenant, je paye 23 centimes, c'est-à-dire le double, ce qui a été dit tout à l'heure. C'est concret ça. D'accord. Et quand on vous dit que ça va encore doubler, c'est que ça ne va pas monter de 10 centimes. Ça va monter dans les années qui viennent à 40 ou 50 centimes. On va avoir l'électricité la plus chère d'Europe, alors qu'on est ceux qui produisent l'électricité la plus propre, la plus abondante et la moins chère. Comment nos politiques peuvent-ils être aussi cinglés pour nous imposer ça? Donc il faut... Il faut que le mouvement d'Alexandre Jardin, qui va nous rejoindre, prenne corps en Bretagne et à Erdevin. Si on est venu de Dinan à plusieurs, on est venu à plusieurs présidents d'associations, c'est parce qu'on a pensé qu'à Erdevenne, ça pouvait démarrer. Et il faut que de là, on fasse effet boule de neige, d'abord sur la Bretagne, ensuite sur la France. Il faut qu'on fasse peur. Il faut qu'on fasse peur. Alors, on nous pose la question de savoir, vous voyez là il y a un certain nombre d'associations, en fait on est une quarantaine d'associations qui sommes réunies, dont certains qui sont présentes, hein, d'autres n'ont pas pu venir parce qu'elles viennent de toute la France. Et on voulait savoir un petit peu, le monsieur qui est là, donc on voulait savoir comment ça pouvait donc prendre, comment la mayonnaise pouvait prendre. Bah écoutez, je pense qu'Alexandre Jardin a une excellente idée de lancer son mouvement #lesgueux, hein, parce qu'effectivement on s'y reconnaît. On s'y reconnaît, c'est vrai qu'on est, comment dirais-je, maltraité, on est même méprisé depuis des années et des années, alors que c'est nous
nos parents et nos grands-parents, voire nos arrière-grands-parents, qui ont bâti à la fois la Bretagne et la France telle qu'elle est actuellement. Voilà. Et donc on en a assez effectivement d'être méprisé, de ne pas être écouté. Et quand on voit la Commission nationale du débat public, par exemple, qui est soi-disant a ouvert le débat en faisant des réunions, et quand on avait des interventions qui étaient, comment dirais-je, difficiles pour eux, parce qu'ils ne savaient pas y répondre, eh bien on nous arrachait le micro. À Rennes, pareil, pour dénoncer toutes ces politiques et qu'elles concernent l'agriculture, la pêche ou tous les domaines, aujourd'hui sont désastreuses. Bien sûr, je veux parler de toutes ces politiques qui ne visent qu'une seule chose, c'est la déproduction en France. Des politiques qui nous condamnent, vous et nous. On est tous concernés. Ces politiques qui voudraient qu'en France, on ne produise plus ni de poissons, ni d'agriculture, rien pour remplir nos assiettes. Des politiques qui, justement, nous condamnons toutes, tous et toutes. Des politiques que l'on voit bien nous priver d'eau. Sans eau, pas de production. Des politiques qui visent à ne plus pouvoir soigner ni nos plantes, ni nos animaux. Des politiques qui sont uniquement là, sous prétexte, je dis bien sous prétexte, de protéger l'environnement. Mais on le voit bien, ici, avec des projets comme les projets d'éoliennes, on ne parle plus d'environnement, on ne parle plus d'espèces protégées. Et nous ne sommes pas des espèces protégées, nous sommes les condamnés. Des politiques qui vont bien au-delà des politiques, j'ai bien dit, les politiques qui voudraient deux choses, soi-disant le renouvellement des générations. Ça concerne les pêcheurs, ça concerne l'agriculture, ça concerne tous les domaines dans lesquels il y a de l'emploi à pourvoir. Eh bien, ces politiques, c'est le renouvellement des générations, mais c'est aussi l'environnement. Mais l'environnement, on le voit où il nous mène. Parce que, concernant l'environnement, il y a une grande politique qui nous concerne, nous, l'agriculture. C'est la politique agricole commune. Eh bien, cette politique agricole commune, celle que tout le monde dénonce. Celle que tout le monde dénonce parce qu'elle donne 9 milliards d'euros aux paysans. Mais dans ces 9 milliards, il n'y a pas que les paysans. Eh bien, demain, les nouvelles générations, ils seront nombreux à venir en agriculture, je peux vous dire. Parce que le seul objectif, ça sera l'environnement. Eh bien, tout le monde prendra la monnaie, mais il n'y aura plus de production. Alors, il y aura 9 milliards de dépensés, il y aura 90 milliards de production agricole qui ne sera plus produite, plus les milliards de la pêche. Tout ça, ça va être à importer. Ça fait déjà 100 milliards. Et vous aurez peut-être 20, 30, 40 milliards d'euros qui seront les effets induits de la malbouffe importée. Voilà, la malbouffe que vous ne voulez pas par les producteurs français, elle viendra d'ailleurs. Et elle ne sera pas bon marché. Elle sera chère parce qu'on n'aura pas le choix que de la prendre. Parce que nous aurons tous disparu. Que tout l'agroalimentaire, là, qui aujourd'hui, qui demain sera en surcapacité, ne tournera plus. Ils vont tous fermer. Ils vont tous fermer et tous les emplois induits vont aussi être éliminés. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. On a besoin de vous. Les pêcheurs, les agriculteurs et tous les corps de métier, tous ceux qui créent de la valeur en France. On a besoin de vous et vous allez entendre parler du référendum d'initiative partagée que nous sommes en train de lancer. Et j'espère qu'il y a peut-être des politiques qui pourront prendre la parole. Pourquoi ce référendum d'initiative partagée? Parce que nous voulons en France une souveraineté alimentaire, la pêche, l'agriculture et tous les autres produits qui sont à destination de nos animaux qui aujourd'hui sont importés. Je parle des protéines qui viennent des États-Unis, qui viennent de partout ailleurs. Nous voulons cette politique de souveraineté, justement, qui favorise et qui s'inscrive dans la charte de l'environnement, celle qui est constitutionnalisée et qui vise justement à une agriculture, à une pêche propre pour nos Français, créatrice d'emplois, et qui, au nom de l'article 6, anticipe l'avenir des générations futures. Donc voilà ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de 185 signatures de parlementaires. Ensuite, notre projet de loi référendaire partira au niveau du Conseil constitutionnel. Nous espérons un avis favorable, suite à quoi
Suite à quoi il faudrait 4,8 millions de signatures. Mais nous ne sommes pas naïfs. J'ai entendu vos réactions, ça ne passera peut-être pas la Constitution. Alors, ce qu'il nous faudrait, c'est une nouvelle charte, une charte de l'agriculture et de la pêche au sein même de la Constitution, pour que nourrir les Français devienne inscrit comme une priorité. Sinon, arrêtons tous et rentrons chez nous. Merci aux pêcheurs. Merci à tous. Il faut souligner autre chose aussi, c'est que nous sommes soumis à des réglementations, autant pour les agriculteurs que pour les pêcheurs, extrêmement strictes. Le problème qu'il y a, c'est qu'avec l'importation qu'il y a dans notre pays, tous les produits ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles que nous. Ça veut dire que les agriculteurs qui sont dans les autres pays et les autres pêcheurs ne sont pas du tout soumis aux mêmes règles. Il y a du poisson qui vient d'Afrique, qui vient d'Asie, qui vient d'Amérique du Sud. Il faut que vous compreniez que ce poisson-là, pour la plupart même, ont été braconnés dans les eaux où il y a des pêcheurs artisans ou des petits, comment dirais-je, fermiers, agriculteurs qui sont, comment dirais-je, mangés, bouffés avec les gros industriels. Ce qu'il y a, c'est que l'État ferme les yeux sur tout ce qui est importation en France. Et là, par contre, il y a vraiment un gros problème. Et ça, il faut le dénoncer aussi. Mais ce qu'il y a, c'est que ça, on n'entend jamais de la bouche de nos politiques, comme quoi l'importation, voilà quoi, elle n'est pas du tout soumise aux mêmes règles que nous, quoi. Ils veulent faire un parc d'attractions de la France. Ils veulent des moyens. On sait bien. L'Europe, c'est pareil. On va leur dire merde. Voilà. Les Espagnols, les Portugais, les Italiens vont prendre l'égérie #Gueux chez eux aussi. C'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et je pense qu'on est aux prémices de quelque chose de plus puissant. Ils mettront des amendes, comme à tout le monde, ils mettront des amendes. Et comme ça, ils nous feront payer, etc. Et on fermera notre gueule, on n'ira plus manifester. Moi, j'ai jamais fermé ma gueule. J'ai jamais fermé ma gueule. Ce qu'il y a, c'est qu'en France, la plupart sont endormis, sont en léthargie. Moi, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas peur. L'État... Mais nous, on est petits, nous. Ouais, mais moi aussi, je suis petit. L'État crée justement ce climat de peur aux Français. Non, mais moi non plus. Mais justement, c'est le climat que l'État fait régner sur les Français, en leur faisant peur pour ci, en leur faisant peur pour ça, pour qu'ils restent bien tranquilles chez eux. Mais peut-être que ce moment-là, maintenant, peut-être que les Français commencent à se réveiller. Et c'est justement ce moment-là qu'il faut que tout le monde... Alors juste pour revenir sur les contrôles aux importations, c'est seulement 3 à 7% des produits qui rentrent en Europe qui sont contrôlés. Et quand on voit, même avec l'Ukraine, où vous aviez déjà dans un rapport de l'ONU en 2019, 25% de produits interdits en Europe qui étaient utilisés. Et tout ça, ça rentre chez nous. C'est vous qui les consommez. Lisez le bouquin de Julien Denormandie, notre ancien ministre de l'Agriculture, qui dit bien, quand il était en Afrique, sa fille était malade, on lui a dit, va acheter du poulet. Il contient tous les antibiotiques pour soigner ta fille. Voilà le résultat. Voilà les résistances qui vont s'installer chez nous. Et comme disait David, les gueux, on travaille avec eux déjà depuis les ZFE. Et on doit remercier Alexandre Jardin, qui a été à l'origine justement de tout ce mouvement. Dans tous les cas, ce mouvement qui inclut l'ensemble des citoyens, les pêcheurs, les agriculteurs et vous autres tous, c'est le début du combat. Parce que on est tous concernés, on veut bien essayer de se défendre pour essayer de résister, mais on est tellement petits, nous, vous parlez d'être petits, mais nous alors, les agriculteurs, vous les pêcheurs, c'est même pas 1% de la population, qu'est-ce qu'on en a à foutre de nous? Donc demain, on va se mettre en commun, parce que nos retraites, on a parlé de conclave, tout le monde est concerné, on devrait quand même avoir un minimum. Moi, je viens de faire un bilan, là, quand j'aurai fini ma carrière en 2037, avec 30 ans d'agricultrice, j'aurais pas 550 € brut. Oui, mais justement, tous ces projets-là, c'est tout le monde qui les paye. Et quand je disais tout à l'heure les conséquences de centaines de milliards, on a ici 300 milliards d'euros pour de l'énergie renouvelable. C'est pas qu'on n'en veut pas.
c'est qu'on veut que ça soit maîtrisé pour savoir où on va. Et à un moment où la France exporte déjà de l'électricité, qu'est-ce qu'on fait? À un moment où on en parle d'environnement, d'espèces protégées, pourquoi dans ces cas-là, on peut y aller? C'est 2 poids, 2 mesures et on fait comme on veut, quand on veut. Faut qu'on fasse peur! Faut qu'on fasse peur!